Bonjour à tous. Cette vidéo sera consacrée à un bilan du sommet de l'OTAN à Vilnius. Ce sommet est toujours en cours, mais compte tenu des décisions qui ont été prises, nous sommes déjà en mesure de tirer un bilan de ce que seront les conclusions finales de ce sommet. Et donc c'est ce bilan que je me propose de vous livrer. Alors si je devais résumer ce qui a été décidé lors du sommet de l'OTAN de Vilnius, en quelques mots, je dirais le sommet de l'OTAN à Vilnius, une surprise, une avancée et un échec. Ce serait la façon la plus simple de résumer ce sommet parce que quand on regarde un peu les décisions qui ont été prises, sauf le retournement de situation où Erdogan a effectivement accepté l'entrée de la Suède dans l'OTAN, on voit clairement qu'il n'y a pas de réelle avancée. Alors il y a une petite avancée dont je parlerai plus tard, mais surtout ce qu'on peut constater, c'est un véritable échec concernant la politique ukrainienne et le dossier ukrainien en général. Alors commençons déjà par la surprise. Donc la surprise a été créée par Recep Tayyip Erdogan, un homme qui est passé maître, même pas champion, mais maître dans l'art du jusqu'où aller trop loin. Donc il a repoussé pendant plus d'un an son accord pour l'adhésion de la Suède dans l'OTAN. Encore quelques heures auparavant d'annoncer sa décision donc de transmettre l'acte d'adhésion de la Suède à l'OTAN au Parlement turc. Il annonçait qu'il conditionnait l'adhésion de la Suède à l'OTAN à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Donc ça semblait un peu particulier, je dirais, comme démarche, sachant qu'en février 2018, à Paris, Erdogan avait lui-même annoncé que la Turquie renonçait à l'adhésion à l'Union européenne. On sait parfaitement que c'est un dossier en suspens et que l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne appartient plutôt à un projet du passé qu'à un projet d'avenir. Mais Erdogan a posé ça sur la table une fois de plus, et quelques heures après, il nous annonce qu'en fin de compte, il décide de transmettre au Parlement turc l'acte d'adhésion de la Suède à l'OTAN pour ratification. Donc cette décision est suivie par la décision de Viktor Orban, donc qui lui aussi décide de donner son accord à l'adhésion de la Suède dans l'OTAN. Finalement, on peut constater, bon, c'est pas nouveau, hein, que Orban s'est aligné sur la politique d'Erdogan concernant la guerre en Ukraine ou l'adhésion de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN. Donc, la décision d'Orban qui a suivi la décision de Erdogan ne doit pas être une surprise. Mais comment expliquer ce retournement de situation qui n'en est pas un tant que ça? Alors, de toute manière, Erdogan devait accepter l'adhésion de la Suède dans l'OTAN. Il n'avait pas vraiment le choix. C'était la volonté de quasiment tous les membres, surtout des États les plus influents de l'OTAN. Donc là-dessus, il n'avait pas trop le choix. La seule chose qu'il pouvait, c'est repousser cette adhésion et essayer de la monnayer au maximum, d'en tirer le meilleur profit, mais aussi de se servir de cette adhésion, donc d'abord de la Finlande, ensuite de la Suède, comme un élément de son jeu équilibriste dans le cadre de sa géopolitique. Parce que on voit clairement que Erdogan est au mieux un membre déloyal de l'OTAN, ou sinon donc un pays qui joue ses propres intérêts. Donc Erdogan aujourd'hui mène une politique étrangère qui est une politique basé sur un jeu d'équilibre entre l'Est et l'Ouest, dirons-nous. Alors d'une part, donc il soutient l'Ukraine en vendant des drones Bayraktar aux Ukrainiens. D'autre part, il achète de l'armement en Russie, donc des missiles S-300, S-400. Donc d'une part, donc il est membre de l'OTAN. D'autre part, il est l'instigateur, un des instigateurs d'un projet de gazoduc qui devait passer par la Turquie, donc pour importer du gaz russe, passant par la Turquie, potentiellement peut-être un jour vers l'Europe. Donc d'un côté, donc Erdogan fait le négociateur pour pouvoir avoir un accord sur le transfert du blé ukrainien. D'autre part, il accepte sur son territoire donc les prisonniers de guerre, donc les officiers, les hommes qui ont servi à Azovstal donc dans la guerre contre la Russie. D'un autre côté, il accepte que donc ces hommes retournent de Turquie vers l'Ukraine, alors que l'accord avec Vladimir Poutine qui avait été passé, dont Erdogan était médiateur,
avait bien défini une clause qui était non négociable, à savoir que donc ces hommes qui avaient été libérés par les Russes devaient rester en Turquie jusqu'à la fin de la guerre, donc de la guerre en Ukraine. Donc là, Erdogan a rompu cet accord. Alors d'une part, donc il fait partie de l'OTAN et devrait appliquer la politique de sanctions vis-à-vis de la Russie, mais d'autre part, il vend des semi-conducteurs aux Russes, alors sous couvert de semi-conducteurs civils certes, mais le fait est que ces semi-conducteurs qui sont vendus par Erdogan en tant que matériel AGD, donc frigidaire et autres matériels de cuisine, donc ces semi-conducteurs servent à de l'armement, on le sait très bien. La Turquie aussi constitue une plateforme de réexport et de réimport des produits russes. Donc Erdogan joue un double jeu, on le sait. On se voile la face et à un moment donné, il faudrait bien qu'on prenne une décision vis-à-vis de la Turquie. Aujourd'hui, semble-t-il, on n'est pas prêt de la prendre. Donc aujourd'hui, le fait est que la Turquie officiellement est membre de l'OTAN, même si Erdogan ne va pas se gêner pour déclencher des conflits diplomatiques, à la limite d'un conflit politique avec la France. Il faut quand même bien rappeler que la crise que Erdogan a déclenchée avec la Grèce et Chypre a mené à ce que la France envoie sa marine en mer Méditerranée pour stopper donc les agissements agressifs vis-à-vis de la Grèce et de Chypre d'Erdogan. Donc même si Erdogan est membre de l'OTAN, il va pas aller se gêner pour insulter le président français, il va pas aller se gêner pour déclencher des crises avec des partenaires de l'OTAN, il va pas se gêner pour commercer avec la Russie, il va pas se gêner pour jouer un rôle indépendant au Moyen-Orient au détriment du monde occidental et de l'OTAN. Donc aujourd'hui, la position géopolitique de la Turquie fait que la question ne se pose pas, semble-t-il, de demander à Erdogan de faire un choix. Mais le fait est que on se voile la face, il faut bien se rendre compte de ça, en estimant que la Turquie est membre de l'OTAN. En cas d'agression de la Russie, par exemple, il y a fort à parier que la Turquie ne fasse pas partie du dispositif de défense de l'OTAN. Donc ça, c'est un élément que l'OTAN devra réfléchir, un enjeu que l'OTAN devra relever, à savoir de redéfinir sa relation avec la Turquie, parce que la Turquie, aujourd'hui, si elle est membre de l'OTAN, ça n'est que sur le papier. Mais le fait est qu'aujourd'hui, la Turquie est membre de l'OTAN et que Erdogan en a besoin de l'OTAN, même s'il estime que il a pris tout ce qu'il y avait à prendre du monde occidental et qu'aujourd'hui, l'avenir, c'est plutôt, de son point de vue, sa relation avec la Russie, la Chine et les pays, les États du Sud. Il n'en reste pas moins qu'il continue à vouloir garder une bonne relation avec l'Occident, donc il ne souhaite pas quitter l'OTAN. Donc tout ça fait qu'il est obligé de ratifier tôt ou tard l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Donc ça c'est indéniable, mais bon, il a quand même réussi à monnayer cette adhésion. Remarquons tout de même que même si Erdogan a promis la transmission de l'acte d'adhésion de la Suède à l'OTAN au Parlement turc pour ratification, il n'a pris aucun engagement sur la date à laquelle cette ratification pourrait avoir lieu, pour être effective. Donc on peut estimer qu'Erdogan va continuer à essayer de négocier quelque chose. Alors on sait de la part des Américains qu'il a obtenu la possibilité d'acheter des F-16. Qu'est-ce qu'il a obtenu de l'Europe? On sait qu'il y a eu une rencontre entre Erdogan et Charles Michel, le président du Conseil européen. De par un communiqué de Charles Michel, il paraîtrait que sera amorcé à l'avenir un rapprochement entre la Turquie et l'Union européenne, mais dans les faits, on peut penser que Erdogan a demandé des compensations concrètes pour sur l'acceptation de l'adhésion de la Suède à l'OTAN, donc des compensations financières, sûrement commerciales, peut-être aussi en termes de visa. Donc en restant lucide, Erdogan a bien réussi à monnayer cette adhésion de la Suède. Et donc aujourd'hui, c'est pas chose faite, parce que comme je le disais, même si Erdogan a accepté de transmettre l'acte de ratification au Parlement turc, il a pris aucun engagement sur la durée que pourrait prendre cette ratification. Donc cette ratification pourra prendre un jour, une semaine, un mois, comme un an. Mais tout ça dépendra d'Erdogan. Donc affaire à suivre, mais effectivement on peut parler d'une surprise, parce que dans les faits c'est une surprise, on s'y attendait pas trop. Mais d'un autre côté, il faut aussi voir que si dans les déclarations
d'Erdogan, il y a l'accord pour l'adhésion de la Suède dans l'OTAN. Dans les faits, c'est pas chose faite. Donc, dossier à suivre. Donc, une surprise politique sûrement, médiatique sûrement, une surprise en termes de communication, mais une décision inévitable qu'Erdogan a essayé de retarder le plus longtemps possible. Une décision qui n'a pas encore été mise en œuvre. Donc, il faudra attendre de voir combien de temps ça va prendre pour que cette décision, effectivement, soit effective. Mais par contre, une avancée réelle de ce sommet, c'est que l'OTAN, pour la première fois depuis la guerre froide, a décidé de faire des plans précis concernant les décisions à prendre et surtout les manœuvres et donc les forces militaires qu'elle pourrait mettre en présence et l'engagement militaire en cas d'agression de l'OTAN donc par un État tiers. Et donc ça, c'est quelque chose de très important pour la Pologne, notamment parce que la Pologne, donc ça fait depuis son adhésion à l'OTAN, donc depuis mai 1999, qu'elle demande à ce que soient mis en place des scénarios bien précis d'entraide des membres de l'OTAN si la Pologne venait à être agressée par un de ses voisins, donc comme faire la Russie, parce que c'est à la Russie que la Pologne pense. Alors, on sait que la Pologne a depuis des années des scénarios mis en place, donc des scénarios qui ont été établis par principalement donc les experts de l'armée polonaise en cas d'agression russe, mais on ne sait pas ce que ces scénarios contiennent. Donc, la Pologne avait besoin de clarifier ça. Donc aujourd'hui, on a effectivement on a un projet de mise en place de plans réels de réaction concernant une agression potentielle de la Russie ou d'un État tiers vis-à-vis d'un État de l'OTAN. Donc ça donne une certaine teneur à l'article 5 du pacte du traité de l'Atlantique Nord, puisque l'article 5, donc qui prévoit l'aide mutuelle en cas d'agression, reste très imprécis, puisqu'il ne définit pas exactement quel genre d'aide un État agressé peut espérer de la part de ses partenaires, combien de temps la mise en place de cette aide prendrait. Donc aujourd'hui, c'est effectivement l'OTAN se fixe pour objectif de mettre en place donc des protocoles bien précis de réaction à une agression tiers. Ça donne une certaine teneur à l'article 5 et ça donne un sentiment de plus de sécurité à un pays comme la Pologne, donc qui aujourd'hui porte le poids principal du soutien à l'Ukraine. Donc ça, c'est une avancée qu'il convient quand même de remarquer. Maintenant, en pessimiste, selon certains que je suis, je tiens à soumettre à votre réflexion un fait, c'est-à-dire qu'on a effectivement des projets, des objectifs, et encore faut-il les tenir. Parce qu'on voit parfaitement que les objectifs qui sont pris lors des sommets de l'OTAN ne sont pas forcément tenus, notamment l'objectif qui est fixé presque à tous les sommets de l'OTAN depuis plus de 10 ans, à savoir que les États membres de l'OTAN passent à un minimum de 2% de leur budget annuel pour leurs dépenses militaires. On sait parfaitement que la plupart des pays européens, dont la France et l'Allemagne, sont loin d'avoir atteint ces objectifs. La France, de par la nouvelle programmation de la loi militaire, doit arriver à une dépense de son budget pour l'armée de 2% en 2030. Donc, c'est pas chose faite. L'Allemagne, semble-t-il, est loin de cet objectif. Donc, aujourd'hui, cet objectif-là est loin d'être tenu. Donc, même si on met en place des plans précis, des scénarios précis, des protocoles précis, encore faut-il avoir les moyens de les mettre en œuvre. Et ça, aujourd'hui, on en est très très loin. Alors, une autre avancée qu'il convient de souligner, c'est qu'on a décidé d'augmenter, si je puis dire, le nombre de soldats dont la mission sera donc, de défendre le flanc est de l'OTAN. Donc, on va passer progressivement de 10 000 à 40 000. Mais ça aussi, c'est un objectif qu'il faut tenir. Sachant que les objectifs, par exemple, du dernier conseil de l'OTAN, sommet de l'OTAN, donc le sommet de Madrid, n'ont pas été tenus pour leur grande partie. Et justement, ces objectifs concernant l'augmentation des forces destinées à défendre le flanc ouest, on peut se poser la question de savoir si ces objectifs seront tenus et si oui, dans quel délai. Mais le fait est que l'OTAN envoie le signal clair à ses membres, surtout au flanc est, que l'organisation, ce pacte militaire, se rend bien compte de la menace grandissante et qu'en tout état de cause, donc l'OTAN prend des mesures
sauf que pour l'instant, on est sur des objectifs de planification. Maintenant, est-ce qu'on sera en mesure de tenir ces objectifs? Moi, ça me semble difficile, sachant que les plus d'un an de guerre en Ukraine, donc les 15 mois écoulés depuis le 24 février 2022 montrent une chose, c'est que si au début il y a eu un sursaut, donc un sentiment de menace au sein de l'OTAN, surtout en Europe occidentale, là, ce sentiment s'estompe et il y a eu effectivement en février-mars 2022 des annonces chocs d'augmentation de budget militaire. Ces annonces n'ont pas réellement été suivies, donc le fait est qu'on a des objectifs, et ça c'est une bonne chose. Maintenant, faut-il les tenir? Cela implique que les États de l'OTAN, en particulier donc l'Europe occidentale, soient prêtes à s'engager plus, notamment financièrement. Et ça me semble difficile pour l'heure, en voyant la situation, les contextes sociaux, les contextes politiques. Donc ça sera un peu compliqué, me semble-t-il, de dire aux Français, aux Allemands, que le gouvernement français, le gouvernement allemand ou les autres gouvernements disent on va devoir faire des coupures nettes dans la politique sociale, par exemple, augmenter les impôts, parce qu'on a besoin d'augmenter le budget militaire. Ça me semble un peu compliqué. Donc moi, je reste très perplexe quant à la tenue de ces objectifs, donc concernant d'une part l'augmentation des forces armées, et d'autre part donc la mise en place de ces objectifs, donc de pouvoir tenir ces objectifs, d'avoir des scénarios et des moyens surtout de les réaliser. Alors, je pense que les scénarios vont être produits, le temps suffisamment d'experts pour créer des scénarios, des protocoles. Maintenant, je pense qu'avant que ces scénarios soient effectivement applicables, il se passera des années, et tout dépendra de la dynamique de la confrontation Est-Ouest, donc entre la Russie et donc les pays de l'OTAN, confrontation qui, je le rappelle, a lieu en Ukraine, mais également en Afrique, notamment dans les Balkans aussi. Donc cette confrontation, elle est à multiniveau, hein, elle n'est pas que militaire d'ailleurs, donc de cette programmation d'augmentation des forces destinées à protéger le flanc est de l'OTAN, cette décision sera clairement tributaire des relations avec la Russie qui auront lieu à l'avenir. Donc, c'est une très bonne chose qu'on ait des scénarios. Maintenant, ce sera encore mieux qu'on puisse pouvoir avoir les moyens de les appliquer. Et ça, on en est très loin. Maintenant, l'échec le plus cuisant de ce sommet, c'est le dossier ukrainien. Alors là, il faut parler d'un échec total. Parce que d'une part, l'Ukraine donc attendait des annonces concernant son adhésion à l'OTAN. Ces annonces n'ont pas été faites. Alors, si d'une part on annonce le président de l'OTAN, donc Jens Stoltenberg, qui annonce que l'Ukraine à terme sera membre de l'OTAN, mais, et là c'est le mais qui a toute son importance, il faut que les conditions soient réunies. Donc d'abord il faut que la guerre en Ukraine soit terminée, donc en argumentant que si l'Ukraine adhérait à l'OTAN maintenant, ça entraînerait tout l'OTAN dans la guerre avec la Russie. Il faudra aussi que l'OTAN remplisse tout un tas il faudra aussi que l'Ukraine remplisse tout un tas de conditions, mais l'OTAN aussi, donc il faudra que l'OTAN soit prêt à accepter l'Ukraine. Et finalement, si à un moment donné, il s'avère que toutes ces conditions sont remplies, l'Ukraine pourra adhérer. Donc cette déclaration donc de l'OTAN, donc il faut la comprendre comme une façon polie ou une façon pas très courageuse, voire même lâche de dire aux Ukrainiens vous ne serez pas membre de l'OTAN dans les 10, 20, 30 prochaines années, si tant est qu'un jour vous le soyez. Et donc ça, c'est un échec. Alors, il convient de remarquer que cette décision a sûrement été conditionnée par la volonté de la plupart des pays de l'OTAN d'envoyer un signal à Moscou, donc un signal qui dit on ne veut pas d'escalade dans le conflit avec la Russie. Mais c'est prendre un très gros risque, parce que d'une part, si l'on conditionne l'entrée de l'Ukraine à l'OTAN, dans l'OTAN, de par la fin des hostilités entre l'Ukraine et la Russie, donc la fin de la guerre en Russie, on envoie un message à Moscou qu'il suffit que cette guerre ne s'arrête jamais. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement la coréanisation du conflit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les Russes pourraient geler le conflit, et même de par un armistice, on n'arriverait jamais à un traité de paix, donc l'Ukraine qui serait
de facto en situation de guerre permanente avec la Russie, ne pourrait jamais, ne serait-ce que déposer sa candidature à l'OTAN. Donc ça, c'est un piège, un risque qui a été pris. Est-ce que c'était volontaire? On peut supposer que oui, c'était une façon de dire aux Russes, ne vous en faites pas, l'Ukraine ne sera jamais membre de l'OTAN. Maintenant, c'est aussi, si on a effectivement voulu envoyer un signe de non d'escalade ou même de désescalade à Moscou, ce qui va être compris à Moscou, ce qui a été compris à Moscou, c'est un signal de faiblesse, c'est-à-dire qu'on estime à Moscou que parce que l'OTAN n'a pas eu le courage de mettre en place une feuille de route, de dire, voilà, l'Ukraine sera membre de l'OTAN approximativement dans 5, 10, 15 ans, qu'importe, ça veut dire que l'OTAN n'est pas prête à prendre ce risque. Et aujourd'hui, la Russie a sûrement perçu, j'en suis convaincu, ce signal comme un signal de faiblesse. Et si les principaux États de l'OTAN, leurs représentants, voulaient de ce fait mener à la désescalade avec la Russie, eh ben c'est l'escalade qui sont rapprochés, parce que il n'y a rien que les Russes, pour citer Churchill, il n'y a rien que les Russes méprisent plus que la faiblesse, et il n'y a rien que les Russes respectent plus que la force. Donc aujourd'hui, dire de manière détournée certes, mais quand même que l'Ukraine ne sera pas membre de l'OTAN, c'est dire aux Russes, nous ne sommes pas prêts à prendre ce risque, et nous voulons pas d'un conflit à long terme avec la Russie. Ça, les Russes le percevront comme une faiblesse. C'est un argument pour ceux qui représentent la ligne dure à Moscou, donc notamment ceux qui ont perpétré le coup d'État manqué du 24 juin de cette année. Donc c'est un argument finalement qui va dans la direction de leur thèse en disant que l'OTAN n'est pas prêt à un conflit, l'OTAN redoute le conflit, donc il serait justement peut-être temps d'amener ce conflit sur le flanc est de l'OTAN, justement pour forcer l'OTAN à accepter nos conditions. Donc cette façon de dire de manière détournée, mais quand même de dire que l'Ukraine ne sera pas membre de l'OTAN, cette façon d'envoyer un signal de désescalade à la Russie, c'était une erreur, selon moi, parce que ce signal sera perçu comme un acte de faiblesse, et ce signal-là sera un encouragement pour la ligne dure au Kremlin et au pouvoir russe d'augmenter l'escalade. Donc, ça aura l'effet complètement inverse, et ce sera qu'une incitation à plus d'escalade pour la Russie. C'est comme ça que ce sera perçu par Moscou. Maintenant, l'impression qu'on a, c'est que certains, voire la plupart des États occidentaux de l'OTAN se voilent la face s'ils pensent qu'on peut effectivement construire une architecture de sécurité avec la Russie en Europe. Ce qui est sûr, c'est que quelle que soit l'issue de la guerre en Ukraine, l'Europe sera divisée en deux sphères d'influence, à savoir la zone d'influence occidentale et la zone d'influence russe, ça paraît indéniable. Donc, le fait de dire que l'Ukraine ne sera pas membre de l'OTAN est incohérent, parce que c'est une façon d'accepter que l'Ukraine devienne une espèce de no man's land. Donc c'est une erreur claire. Alors soit il aurait fallu ne pas s'engager aux côtés de l'Ukraine, soit il aurait fallu s'engager aux côtés de l'Ukraine en prenant le risque clair, en disant clairement l'Ukraine sera membre de l'OTAN, point barre. Mais là, le rapport de force avec la Russie concernant l'Ukraine, il perd un peu de sens, il est un peu vidé de son sens et de sa crédibilité. Et surtout, ça représente un souci pour l'Ukraine et le pouvoir ukrainien, les généraux ukrainiens, parce que finalement, quelle est la perspective d'avenir pour les Ukrainiens? Donc les Ukrainiens aujourd'hui se battent pour chasser l'occupant russe, sachant que jusqu'à peu, les Russes n'étaient pas considérés comme un occupant à l'est de l'Ukraine, voire au sud. Aujourd'hui, tous les Ukrainiens de l'Est et du Sud non plus ne perçoivent pas les Russes comme un occupant. Bon, qu'importe, je n'ouvre pas ce débat, mais le fait est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune perspective à long terme pour l'Ukraine. Parce que l'Occident, d'une part, soutient l'Ukraine, militairement, politiquement, mais d'autre part, ne lui offre aucune voie d'arrivée. Parce que finalement, quelle est la voie d'arrivée, quelle est la solution à long terme pour l'Ukraine? Il n'y a pas de solution. Alors on propose un modèle israélien de coopération avec l'OTAN, donc une relation proche, donc Ukraine-OTAN. Mais il faut bien comprendre que l'Ukraine n'est pas dans une situation similaire à Israël, donc c'est une situation différente. Donc l'Ukraine aujourd'hui a besoin de garanties claires de sécurité, sachant que les garanties de sécurité qui lui ont été données en 1994 ont été violées par un de ces États qui lui a justement donné ces garanties de sécurité. Donc aujourd'hui, pour l'Ukraine,
C'est l'OTAN ou la mort. Et aujourd'hui, on leur dit, ben non, l'OTAN, non, ça c'est hors de question. Donc on leur offre des lots de consolation qui, pour l'Ukraine, sont perçus de manière claire, comme, comme des lots de consolation, certes, mais surtout comme une impasse. Parce que donc, les Ukrainiens souhaitent adhérer au bloc occidental et ça passe par l'adhésion à l'OTAN. Maintenant, la non-adhésion à l'OTAN, pour eux, ça leur donne une perspective de devenir une espèce de no man's land, donc une zone de rivalité, si je puis dire, entre la Russie et l'Occident. Et ça, c'est une perspective d'avenir très peu enviable. Donc aujourd'hui, finalement, on a fait preuve, il faut le dire, de lâcheté vis-à-vis de l'Ukraine, parce que on lui a offert un soutien militaire, politique, donc quelque part, on l'a poussé à se battre. Mais finalement, on la pousse à se battre. Pourquoi quelle est la perspective pour l'Ukraine? Alors, on lui dit non à son adhésion à l'OTAN, on lui dit non à son adhésion à l'Union européenne. En contrepartie, on lui propose un forum Ukraine-OTAN, donc qui va encore se réunir lors du sommet de l'OTAN de Vilnius, mais on ne sait pas trop à quoi cette formule peut mener. On lui propose d'adhérer à une espèce de création politique donc inventée par Emmanuel Macron, donc la communauté politique européenne, mais ça aussi on ne sait pas trop ce que ça peut être. Et puis d'ailleurs c'est du réchauffé, c'est une idée qui a été clairement pompée de la proposition de François Mitterrand de 1989, donc de la Confédération européenne, où là à l'époque aussi, donc François Mitterrand n'envisageait pas l'élargissement à l'est de l'OTAN, à l'époque de la CE, donc de la Communauté économique européenne. Donc pour les Ukrainiens, c'est une voie de garage, c'est une impasse qui ne les intéresse pas. Donc le fait est qu'aujourd'hui, l'OTAN fait preuve de lâcheté, parce que donc on soutient l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, mais l'Ukraine fait la guerre à la Russie. Pourquoi finalement? Quelle est cette récompense au bout de cette guerre qui l'attend? Alors aussi, on a pu constater quelques annonces concernant donc la continuité de l'aide militaire à l'Ukraine. Et là aussi, on voit clairement que cette aide, elle commence à arriver à ses limites, puisque donc la France annonce, par exemple, donc l'envoi de missiles à longue portée Scalp. Et finalement, ces missiles, les Ukrainiens les ont déjà, parce que donc on peut supposer que, bon, certaines informations d'ailleurs le corroborent, que ces missiles sont déjà déployés en Ukraine depuis au moins 2 mois. Mais de toute façon, c'est le même missile que le missile Storm Shadow qui a été transmis aux Ukrainiens. Donc finalement, la seule chose qu'on va proposer à l'Ukraine, c'est de continuer les mêmes livraisons, parce que il faut se dire les choses clairement, on n'a guère plus d'armement à leur donner. Donc aujourd'hui, on est à peu près arrivé à terme de ce qu'on pouvait leur fournir en termes d'armes et de munitions. Et c'est pareil pour les Américains. On a des articles de presse, on a des expertises qui disent clairement que les Américains, on commence à avoir des soucis pour renouveler leur stock avec toutes les livraisons qu'ils ont fait à l'Ukraine. Donc tout ça montre d'une part qu'en termes de soutien militaire à l'Ukraine, on arrive à peu près au bout de ce qu'on peut faire. Ce soutien logistique militaire ne porte pas ses fruits puisque ça ne permet pas aux Ukrainiens de reprendre du terrain, ça ne leur permet pas de faire de percées, de faire d'offensives. Donc aujourd'hui, on arrive à peu près au terme de ce qu'on peut faire militairement pour aider l'Ukraine à récupérer sur l'intégralité territoriale. Et donc si on arrive à ça, c'est qu'il faut se dire clairement que l'Ukraine ne prendra pas l'avantage et qu'il y aura une négociation de paix qui se fera dans les conditions qui sont ce qu'elles sont. Donc l'Ukraine ne sera pas en avantage de pouvoir négocier quelque chose donc de profitable à sa réintégration territoriale, puisqu'elle n'arrive même pas à l'heure d'aujourd'hui à couper le corridor d'accès russe à la Crimée. Donc aujourd'hui, l'Ukraine n'a pas la possibilité de faire pression sur la Russie. Et tout porte à croire que ça ne changera pas, puisqu'aujourd'hui, on a guère plus de possibilités militaires si on ne veut pas pousser à l'escalade avec la Russie. En termes de matériel qu'on fournit à l'Ukraine, en termes de munitions, on arrive à peu près au bout de ce qu'on peut faire. On ne pourra pas faire plus. Et on a l'impression que donc même la transmission d'avions ne changera guère la situation, puisqu'en fait, il faudrait vraiment transmettre aux Ukrainiens donc, quelques centaines d'appareils. Et ça, on ne peut pas se le permettre. Alors, il y a des formations qui ont lieu, certes,
Mais aujourd'hui, l'impression qu'on a, c'est qu'on est arrivé à peu près au bout de ce qu'on pouvait offrir à l'Ukraine en termes de soutien logistique, et que le fait est que l'Ukraine a effectivement les moyens de se défendre, mais dans les conditions actuelles, elle n'a pas les possibilités pour faire une contre-offensive réelle. Les conditions ne sont pas réunies, surtout les conditions logistiques. Elle manque d'aviation, elle manque de munitions, elle manque de matériel. Donc, tout porte à croire qu'il n'y aura pas de percée significative des forces ukrainiennes et que les pourparlers, voire le cessez-le-feu, devra se faire dans les conditions territoriales qui sont ce qu'elles sont à l'heure d'aujourd'hui. Tout porte à croire que ça ne changera pas des masses dans un avenir proche. Donc, bon, ça constitue donc, certes un échec pour l'OTAN, mais l'OTAN aujourd'hui n'est pas prêt à, d'une part, d'avouer cet échec puisqu'on n'a pas de solution, et d'autre part, donc elle va continuer à mener cette politique de soutien militaire à l'Ukraine en espérant que ça use les forces russes. Mais ce qu'on voit clairement, c'est que les forces russes ne s'usent pas, d'une part parce que la politique de sanctions occidentale n'est pas perméable, justement notamment à cause de la Turquie. D'autre part parce que les Russes arrivent à se fournir en armes de par plusieurs partenaires, que ce soit le Brésil, que ce soit l'Afrique du Sud, d'autres pays. On sait aussi qu'il y a un transfert technologique de la part de la Chine. Les sanctions occidentales n'ont pas l'effet économique escompté sur la Russie. Donc si la politique des sanctions n'a pas marché, si aujourd'hui on arrive à peu près au bout de ce qu'on peut fournir à l'Ukraine en termes de soutien militaire, d'armement et de munitions, il faut se dire clairement que les négociations se passeront dans les conditions qui sont celles qui sont aujourd'hui, et que l'Ukraine ne sera pas en mesure de récupérer son intégrité territoriale. Donc finalement, quel est aujourd'hui le bilan de la guerre en Ukraine? D'une part, à l'Ukraine, on lui propose rien. On lui propose des lots de consolation qui sont loin de satisfaire les Ukrainiens et d'assurer leur sécurité. Et d'autre part, on n'est pas en mesure de les aider plus si on ne veut pas s'engager dans un conflit avec la Russie. Donc aujourd'hui, même si on ne veut pas l'avouer, la guerre en Ukraine constitue un échec pour l'Occident. Il faut aussi bien voir que l'adhésion de l'OTAN et donc les relations futures avec l'Ukraine constituent un gros élément de dissension au sein de l'OTAN. On a d'une part les Polonais, les Britanniques, qui eux poussent à ce que l'Ukraine soit intégrée dans l'OTAN le plus vite possible. D'un autre côté, nous avons des pays tels que la Turquie et donc la Hongrie qui disent clairement non à l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN. Mais on a aussi donc des pays tels que la France et les États-Unis, parce qu'il faut bien dire que Paris et Washington sont sur la même ligne, la même ligne. Hein, c'est absolument le même discours, même si le discours est un petit peu différent. Et Paris et Washington disent exactement la même chose, c'est-à-dire que pour ne pas créer un élément de tension permanent avec la Russie en Europe, l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN est pas souhaitable, donc n'est pas envisagée. Et c'est un mauvais calcul, parce que cette stratégie est perçue comme un acte de faiblesse par la Russie. Donc si on voulait éloigner de cette façon l'escalade avec la Russie, on n'a fait que la rapprocher. Et d'autre part, l'architecture de sécurité en Europe sera une architecture post-guerre froide. Donc de toute façon, l'Europe sera divisée en deux camps, le camp occidental et le camp russe, et ça, rien n'y changera. On est dans un rapport de force et ça, rien n'y changera. Donc faire de l'Ukraine un État qui deviendrait un no man's land, qui deviendrait finalement, même après la guerre, un élément de rivalité Est-Ouest, c'est un état de fait très désavantageux pour Kiev, dont les Ukrainiens se rendent très bien compte. Bien, si on devait faire donc un bilan rapide de ce sommet de l'OTAN toujours en cours à Vilnius, on pourrait dire qu'il y a eu des avancées, mais c'est pas suffisant, que c'est pas efficace, qu'il en faut plus. Alors même s'il y a une prise de conscience de la part des membres de l'OTAN, surtout de l'Occident, que la menace russe est réelle, on ne se donne toujours pas les moyens de faire face à cette menace. Donc même si on met en place des projets, on met en place des plans, des scénarios, on ne se donne toujours pas les moyens de les mettre en œuvre, de les réaliser. Donc s'il y a des avancées politiques, si on peut estimer qu'on donne un petit peu de teneur à cet article 5 du traité de l'Atlantique Nord, donc cet article 5 qui prévoit donc l'entraide mutuelle en cas d'agression, cet article 5 manque toujours de teneur et de crédibilité en ce que on ne se donne toujours pas les moyens
de mettre en place ses plans et ses projets et ses scénarios. Mais en même temps, pour repousser l'escalade et pour envoyer un signal soit de désescalade, soit un signal qu'on ne veut pas pousser à l'escalade avec la Russie, finalement on rapproche l'escalade parce que le fait de faire preuve on va dire de compréhension vis-à-vis des postulats russes, et donc l'une de ces preuves de compréhension, c'est de dire non à l'Ukraine dans l'OTAN, c'est perçu par la Russie comme un acte de faiblesse, et ça ne fait que renforcer la ligne dure de ceux qui estiment qu'aujourd'hui la Russie devrait tenter des actes d'agression vis-à-vis du flanc est de l'OTAN, parce que d'une part, donc l'OTAN n'est pas prêt à réagir pour l'instant, et d'autre part, ça pourrait permettre aux Russes par la force de réaliser leurs objectifs. Leur objectif, c'est clairement de faire reculer l'OTAN jusqu'à la Oder. Donc les Russes, donc, ce qu'ils souhaitent, c'est que on annule les décisions qui ont été prises en 1997, donc l'élargissement de l'OTAN aux pays d'Europe centrale, et qu'on vienne à une Europe guerre froide, post-guerre froide, avec donc d'une part donc l'Empire russe qui s'arrêterait peut-être à la frontière polonaise, et donc un camp occidental qui s'arrêterait à la Oder. Et donc, la différence avec la guerre froide, c'est qu'on aurait une espèce de no man's land, d'État démilitarisé ou neutre, donc de zone tampon entre la Russie et l'OTAN. Donc, c'est inacceptable pour l'Europe centrale, mais c'est le projet de la Russie. Et aujourd'hui, en faisant preuve de faiblesse, c'est comme ça que c'est perçu par Moscou, vis-à-vis de la Russie, l'OTAN ne fait qu'inciter la Russie à l'escalade du conflit. Et voilà ce qu'on pouvait dire de ce sommet de l'OTAN à Vilnius. Des avancées certes, mais pas suffisantes, pas assez efficaces. Très mauvais signal envoyé à la Russie, un signal qui incite la Russie à l'escalade. Donc les événements futurs nous montreront dans quelle direction, quelle tournure prendront les événements. Mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est que l'architecture européenne dont parle Emmanuel Macron et Joe Biden aussi, une architecture européenne qui ne créerait pas de tension avec la Russie, est absolument impossible et infaisable, puisque de toute façon, quoi qu'il en soit, quelle que soit l'issue du conflit ukrainien, ce qui nous attend, c'est une division de l'Europe en deux camps. D'une part, le camp occidental, d'autre part, la sphère d'influence, la zone d'influence russe. Et ça, c'est inévitable. Et ça, il conviendrait de s'en rendre compte et de prendre des décisions en conséquence. Et il est complètement impossible d'envisager donc un retour à des relations, dirons-nous, amicales avec la Russie dans un temps proche. Ce sera de toute façon une Europe post-guerre froide coupée en deux camps. Je vous remercie du temps que vous consacrez à mes vidéos. Pour ceux qui estiment que cette vidéo vaut quelque chose, je les invite de bien vouloir la liker. J'attends vos questions. Si vous m'envoyez vos questions, vos commentaires, je ferai une vidéo où je répondrai en bloc à toutes les questions. Je vous remercie déjà pour tous les commentaires que j'ai reçus. Je vous invite à transmettre mes liens à vos amis, donc les liens pour mes vidéos, si vous estimez qu'ils en vaillent le coup. Ceux qui trouvent que ma chaîne a une quelconque valeur, je les incite à s'y abonner. Je vous promets d'autres vidéos dans un avenir proche, en français, en polonais. Pour l'heure, en vous remerciant une fois de plus du temps que vous me consacrez, et pour vous remercier, en vous remerciant également pour votre indulgence concernant mes vidéos. Je suis une personne non-voyante, et donc faire des vidéos n'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais je fais de mon mieux. Je suis un youtubeur débutant, mais je fais de mon mieux pour m'améliorer. Donc je remercie à tous ceux qui arrivent à se concentrer plus sur le contenu de ces vidéos que sur leur aspect visuel. Moi, pour ma part, je promets de faire de mon mieux pour que l'aspect visuel soit le plus acceptable possible. J'espère qu'à l'avenir, il sera de mieux en mieux. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.